Une semaine d'enfer au 17e étage. Introduction. Lundi. Le calme avant la tempête. L'aube de lundi n'était pas une promesse, mais une menace. Elle se glissait à travers les vitres sales du parking souterrain de la société, une lueur grise et maladive qui ne parvenait qu'à accentuer la misère du béton brut et des flaques d'huile irisée. L'air sentait le froid, le gaz d'échappement et les regrets de la veille. C'est dans ce purgatoire matinal que les premiers employés arrivaient non pas comme des collègues, mais comme des survivants solitaires d'un naufrage invisible, chacun luttant pour sa propre bouée de sauvetage. Scène 1. La guerre du covoiturage. Une Peugeot fatiguée, dont le moteur tout sautait comme un vieil asthmatique, déversa une volute de fumée blanche dans l'air glacial. Au volant, une silhouette annonça d'une voix lasse qui semblait déjà avoir fait une journée de travail. Il me reste une place ce soir dans l'ex-Antia si ça intéresse quelqu'un. D'un à qu'une. L'offre, un simple geste de solidarité dans l'océan de l'égoïsme quotidien, flotta un instant dans le silence. Puis, le barrage se rompit. Ah bah ouais, je pars en clientèle demain. Donc, la bagnole est bourrée de matos des chantiers. Lança une voix masculine depuis une camionnette blanche, le ton n'exprimant aucun regret, seulement le constat d'une importance personnelle écrasante. Une autre portière claqua. C'était Maeva, mère célibataire dont l'énergie nerveuse semblait alimenter un champ de force autour d'elle. Ah, bah, j'en profite très bien parce que j'aimerais récupérer mes 3 gosses chez la nounou, dit-elle, chaque mot étant un petit coup de poignard passif-agressif. Le sous-entendu était clair. Sa logistique familiale surpassait en complexité et en importance n'importe quelle autre considération humaine. Puis vint Philippe. Il se tenait légèrement à l'écart, une main pressée contre sa joue, le visage déformé par une grimace de douleur. Sa molaire droite lançait des éclairs de feu blancs jusqu'à son cerveau. Une agonie si pure qu'elle en devenait presque une expérience mystique. Chaque battement de son cœur envoyait une nouvelle vague de torture. Il parvint à articuler, la voix sifflante. Ah, moi, ça m'aurait bien arrangé parce que j'ai rendez-vous à 6 heures chez le dentiste. C'est on mal de chien. Personne ne sembla remarquer l'authenticité de sa souffrance. Son mal de dents n'était qu'un problème de plus dans la compétition des inconvénients. Philippe, lui, les regardait et une pensée cynique traversa la brume de sa douleur. Il ne se souciait pas de sa dent, ni des enfants de Maeva, ni du matériel de l'autre. Il jouait une pièce de théâtre où chacun tenait le rôle de la personne la plus occupée, la plus stressée, la plus digne de pitié. C'était la liturgie du bureau. Il se tourna vers un autre collègue, un homme au visage perpétuellement soucieux, qui n'avait encore rien dit. « Philippe, tu as quelque chose à dire? » L'homme soupira, un son qui semblait porter le poids de toutes les injustices financières du monde. « Non, rien de bien grave. Enfin, ça fait 6 mois que je me bats pour obtenir un rendez-vous digne de ce nom avec mon banquier pour parler de mon découvert. Mais c'est pas grave, je vais continuer. » Son ton était celui d'un martyr se dirigeant volontairement vers le bûcher, espérant secrètement que quelqu'un l'arrêterait pour admirer son courage. Maeva explosa. « Pas vrai, mais vous pensez qu'à vous ou quoi? Vous savez pas ce que c'est, vous, d'élever 3 gosses toute seule, hein? » La réplique fusa, cruelle et précise. « Ouais, bah, toi, tu sais pas ce que c'est que d'avoir un rongeur de dents qui dure plus de 3 jours. Et puis, c'est pas de notre faute si t'es toute seule à les élever, tes gosses. » La tension monta d'un cran. C'était devenu personnel. « Ouais, ben en attendant, moi j'ai trouvé quelqu'un pour me les faire, mes gosses, » rétorqua Maeva, fière et blessée. « Ouais, t'étais même plusieurs à ce qu'on dit, » siffla une voix dans l'ombre, un coup bas qui fit taire tout le monde pendant une seconde. Le martyr au découvert, sentant son moment de gloire lui échapper, joua sa dernière carte. « Non, mais allez-y, allez-y, moi, je vous la laisse, la place. De toute façon, tout le monde s'en fout si je me retrouve à la rue. » C'est ça, hein? La comédie était terminée. Le fragile édifice de la communauté s'était effondré en moins de 2 minutes. Un par un, ils tournèrent les talons, chacun regagnant son véhicule, son île de métal et de plastique. Les portières claquèrent en une symphonie disharmonieuse. Les moteurs démarrèrent, leurs rugissements se répondant comme des bêtes hostiles dans la jungle de béton. Chacun partit seul, emportant sa propre misère, laissant derrière lui la simple possibilité d'un trajet partagé. Le covoiturage était mort avant même d'être né, victime d'un égoïsme collectif. Scène 2, le problème Johnny. L'épicentre social de l'entreprise n'était ni la salle de réunion, ni le bureau du directeur, mais le petit espace exigu autour de la machine à café.
C'était une zone démilitarisée où les hiérarchies s'estompaient et où les vraies personnalités se révélaient, souvent pour le pire. Ce matin-là, la machine ronronnait, distribuant son liquide noir et amer, tandis que le véritable spectacle était assuré par Jean-Claude Convenant. Jean-Claude, ou JC pour les intimes qu'il n'avait pas, était un VRP, voyageur représentant Placier, d'une autre époque. Il portait un costume en tergale légèrement brillant, une cravate dont le motif aurait pu provoquer une crise d'épilepsie et une confiance en soi si monumentale qu'elle aurait dû avoir son propre code postal. Il se tenait devant le tableau d'affichage où était épinglé le nouveau jeu concours du CU. « Regarde, regarde le CE, ils ont fait un nouveau jeu concours », dit-il à Fred, son collègue et souffre-douleur attitré. Fred, plus jeune, plus cynique, regardait la scène avec un mélange d'amusement et de fatigue existentielle. Le premier prix, c'est 2 places pour le prochain show de Johnny au Mont-Saint-Michel, annonça Jean-Claude avec une ferveur quasi religieuse. Johnny, franchement, commença Fred, mais il fut immédiatement coupé. Attends, t'aimes pas Johnny? Le ton de Jean-Claude était passé de l'enthousiasme à l'indignation outrée. Pour lui, ne pas aimer Johnny n'était pas une question de goût musical, c'était une défaillance morale, une trahison envers la nation. Johnny, c'est mon idole. Johnny, c'est mon Américain à moi. Dis-moi, tu connais un mec qui chante mieux que Johnny? Ne me dis pas Florent Pagny ou je te tape. Fred leva les mains en signe de reddition. Il savait que ce terrain était miné, mais le pire était à venir. Pour gagner les places, il ne suffisait pas d'aimer Johnny. Il fallait résoudre un problème. Une devinette, comme le précisait le formulaire. Jean-Claude s'empara du papier et lut à voix haute, sa voix prenant l'intonation d'un barde récitant une épopée. Alors, sachant que Johnny doit effectuer en moto un trajet de 1610 à 8 km à la vitesse de 73 km par heure, sous une chaleur de Tupac, non, de Toucan, bien, et qu'il devra ingurgiter 6 litres d'eau toutes les 12 minutes pour éviter le coup de bambou. Tous les combien de kilomètres devra-t-il s'arrêter? Et à combien de centilitres équivaudra la totalité de ses pauses pipi? Un silence s'installa. Autour d'eux, quelques collègues s'étaient rapprochés, flairant le drame. Le problème était un monstre de chiffres et de logique, un enchevêtrement de kilomètres, de litres et de minutes. Pour Jean-Claude, dont le cerveau fonctionnait principalement à l'instinct et à la mauvaise foi, c'était comme lire du sanskrit. « Vas-y, mon pote, vas-y, dis-nous », le pressa Fred avec un sourire cruel. Jean-Claude plissa les yeux, fixant le papier comme s'il pouvait l'intimider et le forcer à révéler sa solution. Son visage, habituellement si assuré, se crispa. La sueur perla sur son front. À l'intérieur de son crâne, c'était la panique. 1618 km, 73 à l'heure. Ça fait combien de temps, ça? Et l'eau? 6 litres toutes les 12 minutes. Il va passer sa vie à pisser. Le Johnny. Il sentait les regards sur lui, l'attente, le jugement. Son statut d'homme qui sait tout, de pilier de bar omniscient, était en jeu. Il ne pouvait pas échouer. Il essaya de bluffer. « C'est quoi la question? » demanda-t-il, feignant la confusion. « C'est ça la question, » répondit Fred impitoyable. Jean-Claude sentit le piège se refermer. Il n'y avait pas d'échappatoire. L'échec était imminent, l'humiliation publique assurée. Alors, il fit ce que tout grand stratège acculé ferait. Il changea les règles du jeu. « Qu'est-ce que c'est que cette question à la con, là? » s'exclama-t-il, sa voix retrouvant soudainement toute son assurance. Mais il y a que le mec qui fait les chiffres et des lettres qui peut répondre à un truc pareil. Et sous les yeux ébahis de ses collègues, il porta le formulaire à sa bouche. Il le mâcha. Lentement, délibérément, avec le regard d'un homme qui vient de remporter une grande victoire. Il mâcha les kilomètres, les litres, les pauses pipi de Johnny, la chaleur du toucan et le regard suffisant de Fred. Il avala le tout. « C'est bon, j'ai trouvé la solution », annonça-t-il, en s'essuyant la bouche avec le dos de la main. Personne ne sut quoi dire. Jean-Claude venait de prouver une chose. Face à un problème insoluble, la solution la plus simple n'est pas de le résoudre, mais de le détruire. Il avait peur être perdu 2 places pour le concert de son idole, mais il avait sauvé quelque chose de bien plus précieux, son ego. Il s'éloigna de la machine à café, laissant derrière lui un groupe de collègues perplexes et une petite tache d'encre humide sur le lino. La semaine ne faisait que commencer. Partie 1. Mardi, Lord Nouveau. Le mardi arriva avec la promesse d'une routine rassurante, mais cette promesse fut brisée avant même la première pause café. Des forces extérieures, incarnées par un homme au sourire glacial et une nouvelle machine infernale, vinrent perturber le fragile écosystème de l'entreprise,
forçant ses habitants à une alliance aussi rare qu'improbable. Scène 1. L'énigme Dumont et le jargon absurde. Il s'appelait Hervé Dumont. Il n'était pas de leur service, ni même de leur immeuble. Il venait d'en haut, une expression vague qui, dans le jargon de l'entreprise, signifiait le siège, ce lointain Olympe où des dieux en costume prenaient des décisions qui changeaient la vie des mortels du 17e étage. Dumont était le directeur national des ressources humaines, et il se déplaçait avec l'aisance silencieuse d'un prédateur. Il apparut dans l'open space sans prévenir, son costume gris anthracite taillé à la perfection, son sourire une ligne fine et calculée. Il glissait entre les bureaux, s'arrêtant au hasard pour engager la conversation. Mais sa conversation était une arme. « Bonjour », dit-il à un employé pétrifié. « Je suis en visite, une visite complètement ontéodrome. » Le mot flotta dans l'air. Ontéodrome, ça ne voulait rien dire. L'employé, pris de court, hocha la tête et sourit nerveusement, comme si on venait de lui révéler un secret d'État. Dumont continua sa tournée. Il s'arrêta devant le bureau de Jean-Claude Convenant qui, sentant une occasion de briller, se leva aussitôt. « Ah, bonjour, monsieur Convenant, » dit Dumont, ayant visiblement lu son nom sur le petit écriteau. « On me dit que vous avez des techniques de vente assez intéressantes. »« Oh, vous savez, moi je suis un VRP, l'un des derniers aventuriers du monde moderne, » claironna Jean-Claude, lançant sa phrase fétiche. « Avec moi, c'est bonjour, madame. Comment va le petit dernier? Appuyez bien fort, il y a un carbone. Et au revoir, madame. » Le sourire de Dumont ne vacilla pas. « Il faudrait être un peu plus de Cérilite dans vos techniques d'approche clientèle. Je suis sûr que ça optimiserait votre chiffre d'affaires. Vous en pensez quoi? » Cérilite. Le mot frappa Jean-Claude en pleine face. Son cerveau tourna à plein régime, cherchant une signification, une référence, n'importe quoi. En vain. Mais admettre son ignorance était hors de question. C'était un signe de faiblesse. Il fallait bluffer. La Cérilite, c'est bon. Ah non, il développe quoi. Il se reprit, tentant une approche plus philosophique. Oui, c'est vrai que bon, c'est... Mais il y a Cérilite et Cérilite si on va par là. Oui. Il termina sa phrase avec un hochement de tête entendu, comme s'il venait de partager une profonde vérité commerciale. Le regard de Dumont était insondable. « Excusez-moi, monsieur, j'ai encore beaucoup de gens à voir, » dit-il avant de s'éloigner, laissant Jean-Claude en sueur, convaincu d'avoir brillamment passé le test. Ce n'est que plus tard, près de la machine à café, que la vérité éclata. Un collègue, qui avait eu une conversation similaire, expliqua la méthode diabolique de Dumont. « Vous savez qu'il a mis au point une méthode pour juger de la valeur du personnel, » dit-il à voix basse. « Il invente des mots et si l'employé n'ose pas lui en demander la définition, c'est qu'il est servile, incapable de tenir un poste de responsabilité et sans caractère. » Le silence qui suivit fut lourd de honte et de ressentiment. Ils avaient tous été pesés, mesurés et jugés par un dictionnaire fantôme. Le langage, cet outil de communication, avait été transformé en un instrument de torture psychologique, une barrière conçue pour séparer les audacieux des soumis. Et ils avaient tous, comme un seul homme, échoué au test. Scène 2. La tyrannie de la pointeuse. L'onde de choc de la visite de Dumont n'était pas encore retombée que le manager local Jean-Guy Lécon décida de surfer sur cette nouvelle vague d'autorité. Jean-Guy était un homme dont l'ambition dépassait de loin le talent, et il voyait dans chaque nouvelle directive du siège une occasion de renforcer son petit royaume. Une note de service, imprimée sur un papier d'un jaune agressif, apparut sur le tableau d'affichage. Hervé, le délégué syndical, la lut à voix haute, sa voix tremblant d'indignation contenue. « Pour le dynamisme de l'entreprise, j'ai décidé de mettre une pointeuse dans notre société. Toute personne arrivant avec plus de 10 minutes de retard se verra attribuer un avertissement. Post-scriptum, ceci s'applique également pour les commerciaux. »« Pour les commerciaux, Jean-Claude !» s'écria Hervé, se tournant vers son camarade de misère. « On est deux, commerciaux dans la boîte. » C'était une déclaration de guerre. La pointeuse n'était pas un outil de gestion, c'était un symbole d'oppression, une machine sans âme qui réduisait leur travail à une simple question de présence. « On va pas se laisser faire, sinon c'est la dictature !» proclama Hervé, montant sur une chaise pour mieux haranguer la foule clairsemée. « Moi, je dis qu'il y a de la révolution dans l'air, de la pétition et de la grève. » Jean-Claude, toujours prêt à se renchérir, proposa une solution plus directe. « Moi, je crois que c'est le moment de faire jouer nos relations, tout simplement, » dit-il d'un air mystérieux. Il se pencha et raconta, à voix basse, sa rencontre avec un Corse dans un bar, un homme qui réglait les problèmes avec des méthodes expéditives.
Corse, cagoule, dynamite, seize sur la banquette. Les Corses, mon pote, ils rigolent pas, c'est des durs. Le mec m'a dit, si j'ai un souci, je l'appelle. Et 5 minutes après, j'ai plus de problèmes. L'idée de faire exploser la pointeuse et peut être Jean-Guy avec flotta un instant dans l'air séduisante et terrifiante. Mais même pour eux, c'était allé un peu loin. La complicité de meurtre, même pour une cause aussi juste que la lutte contre la tyrannie horaire, semblait disproportionnée. Ils abandonnèrent le plan Corse à contre-cœur. Il leur fallait une vengeance plus subtile, plus personnelle. Scène 3. La vengeance est un plat qui se mange froid et laxatif. L'idée vint d'un des employés les plus discrets, un comptable qui passait ses journées à noyer sa frustration dans des feuilles de calcul. « J'ai peu être la soluce » murmura-t-il, sortant de sa poche un petit flacon rempli de minuscules comprimés blancs. « Voilà, j'ai les cachets, il suffit de lui en verser tous les matins dans son café. C'est un truc qui énerve à petit feu. À la fin, il devient complètement dingue. » Le plan était simple, sournois et brillant. Mais le café était trop risqué. Il leur fallait une cible plus sûre, un moment où Jean-Guy serait vulnérable et confiant. Et ce moment arrivait tous les jours à 13 heures précises. Sa commande de pizza. L'opération Pizza Purgatorio fut montée avec une précision militaire et une incompétence totale. Ils se cotisèrent pour la pizza, puis se disputèrent pour savoir qui irait chercher les cachets, qui s'avérait être un laxatif puissant acheté en pharmacie sous un faux prétexte. Le moment crucial arriva avec le livreur. Hervé, désigné pour la transaction, était si nerveux qu'il lui donna un pourboire de 80 francs en lui disant de garder la monnaie, éveillant immédiatement les soupçons du jeune homme. « Du moins, on peut savoir pourquoi tu paies les pizzas de M. Jean-Guy Lecoing » demanda Jean-Claude. « C'est pour la vengeance » répondit Hervé le visage blême. Ils interceptèrent la boîte chaude, l'emmenèrent dans les toilettes et, les mains tremblantes, écrasèrent les comprimés pour les saupoudrer sur la 4 fromages. Ils remirent ensuite la boîte au livreur, lui expliquant qu'il y avait eu une erreur et qu'il devait la livrer maintenant. Ils retournèrent à leur bureau, le cœur battant, et attendirent. Ils virent Jean-Guy recevoir sa pizza, ouvrir la boîte, humer l'arôme du fromage fondu et de la vengeance imminente. Ils échangèrent des regards triomphants. La victoire était proche. C'est alors que la porte de l'ascenseur s'ouvrit et Hervé Dumont, le grand patron des ressources humaines, en sortit. Il se dirigea directement vers le bureau de Jean-Guy. « Excellent travail » dit Dumont, sa voix portant jusqu'à l'open space. « Je me suis permis de goûter la pizza. J'avais encore un petit creux. Elle est très bonne, cette pizza. » Les conspirateurs se figèrent. Leurs visages passèrent du triomphe à la terreur pure. Leur petite vengeance ciblée venait de se transformer en une attaque chimique contre la direction nationale. Il venait peu être de déclencher une crise intestinale au plus haut niveau de l'entreprise. Le mardi s'achevait sur une note de panique totale. Partie 2. Mercredi, crise personnelle et professionnelle. Le mercredi se leva sous le poids de la catastrophe de la veille. La peur d'une purge directoriale suite à l'incident de la pizza laxative planait sur l'open space, créant une atmosphère de paranoïa collective. Mais l'univers, dans sa grande sagesse comique, avait décidé que cette angoisse partagée n'était pas suffisante. Il fallait y ajouter une série de crises personnelles, chacune plus absurde que la précédente, pour bien s'assurer que personne ne puisse travailler en paix. Scène 1. L'affaire du graffiti. Carol, la directrice marketing, était une femme dont l'ambition était une armure. Elle parlait le jargon d'entreprise comme une langue maternelle et considérait chaque journée de travail comme une bataille à gagner. Ce matin-là, elle revint des toilettes des hommes, celles des femmes étant en travaux, avec une expression de fureur glaciale. « Je viens de lire un graffiti dans les toilettes des hommes qui portent atteinte à mon honneur », annonça-t-elle à la cantonade, sa voix tranchante comme une lame. « C'est du harcèlement moral. » Fred, qui sirotait son café, ne put s'empêcher de demander « Et qu'est-ce qu'il disait ce graffiti ?» Carol le foudroya du regard. Il disait « Carol est une grosse salope. » Un silence gêné s'installa, rapidement brisé par Jean-Claude. « Faut pas se formaliser pour ça, dit-il avec la sagesse d'un philosophe de comptoir. C'est qu'un graffiti. C'est bon de se lâcher. C'est un peu primitif, mais moi j'ai rien contre le primitif. » Mais Carole n'était pas d'humeur à apprécier l'art rupestre. C'était une attaque personnelle, une insulte à son autorité. Elle se lança dans une enquête digne d'un épisode des Experts. « Je vais l'authentifier très rapidement », déclara-t-elle. « Je vais demander au graphologue de la boîte. Il va comparer le graffiti avec vos écritures. » L'affaire d'une heure tout au plus. La paranoïa monta d'un cran. Soudain, tout le monde se sentit coupable.
Les employés se mirent à cacher leurs notes, à écrire avec leurs mauvaises mains. Carole, tel un limier, se mit à collecter des échantillons d'écriture sous des prétextes fallacieux. Elle demandait à l'un de signer un bon de commande, à l'autre de noter une adresse, à un troisième d'écrire « grosse salope » pour, disait-elle, tester un nouveau stylo. Son bureau se transforma en quartier général d'une enquête criminelle, le mur couvert de photos du graffiti prises sous tous les angles et d'échantillons d'écriture reliés par des fils de laine rouge. L'open space était devenu le théâtre d'une chasse aux sorciers où chaque boucle de L et chaque barre de T pouvait être une preuve à charge. Scène 2. Quand Fred rencontre Maeva, pendant que Carol menait son inquisition, Fred tentait de survivre à une autre forme de harcèlement, bien plus déstabilisante. Tout commença par une simple requête de Maeva. « Fred, je peux prendre les piles de ton Walkman? »« C'est pour mon dictaphone, demanda-t-elle d'un air innocent. »« Ouais, bien sûr, répondit Fred, sans lever les yeux de son écran. »« C'est pour enregistrer mes petits secrets, ajouta Maeva avec un clin d'œil. « Ouh là là, les petits secrets, ça parle de mec, plaisanta Fred, tombant dans le piège. Maeva se pencha vers lui, sa voix devenant un murmure conspirateur. « Non, les piles de ton Walkman sont complètement nazes. Est-ce que tu vas faire? Tu vas aller dans mon bureau, dans mon sac, et tu prends celle de mon vibromasseur. Ce sont les mêmes. » Le cerveau de Fred cessa de fonctionner. Le mot vibromasseur venait d'être prononcé dans l'open space, à moins de 2 mètres de la photocopieuse. Il sentit le sang quitter son visage. Il regarda autour de lui, paniqué, mais personne ne semblait avoir entendu. « Non, merci, balbutia-t-il. » Maeva ne se découragea pas. Elle semblait prendre son malaise pour de la curiosité. « Je t'explique, continua-t-elle. Là, tu vois, si j'ai envie d'un petit plaisir, d'être un peu, tu vois, hop, mon sac, et pile. Suga. » Fred voulait disparaître. Il voulait que le sol s'ouvre et l'avale. Mais le cauchemar ne faisait que commencer. « Dis, je peux te poser une question? » demanda Maeva. Fred hocha la tête, incapable de parler. « Est-ce que tu simules quand tu jouis? »« Non, parce que j'ai vu dans un magazine féminin que les 3/4 des femmes faisaient semblant. » La conversation avait déraillé. Elle était sortie des rails, avait traversé un champ et s'était écrasée dans un ravin de gêne. Fred, cherchant désespérément à ramener le sujet sur un terrain moins personnel, bredouilla. « Moi, j'ai toujours fait jouir mes partenaires. Je le sais. »« Et t'es sûr qu'elle faisait pas semblant? » rétorqua Maeva, sceptique. « Attends, j'étais là, Fred, affirma-t-il, sa voix manquant cruellement de conviction. C'est alors que Maeva décida qu'une démonstration pratique valait mieux qu'un long discours. Elle s'adossa à son bureau, ferma les yeux et commença à émettre de petits gémissements. « Oh oui, c'est bon. Là, tu sens bien, là, » murmura-t-elle. Le son, d'abord discret, monta en puissance. Les clics des claviers s'arrêtèrent. Les conversations téléphoniques se turent. Tous les regards convergèrent vers Maeva, qui était maintenant en plein simulacre d'orgasme. « Ah, là, ça arrive, là. Ah, putain, t'arrêtes pas, continue. Oh oui, oui, oui. » Son cri final résonna dans le silence de mort de l'open space. Puis, elle rouvrit les yeux, regarda Fred et dit calmement « J'ai rien fait. C'était pour de faux. Tu vois on peut simuler. » Fred resta figé, catatonique. Il avait l'impression d'avoir assisté à une supernova de malaise. Il tendit une main tremblante vers son bureau, attrapa une plaquette de piles neuves et la tendit à Maeva sans un mot. Elle les prit, le remercia d'un sourire radieux et retourna à son poste, laissant Fred seul avec le souvenir d'un traumatisme acoustique qui le hanterait pour le restant de ses jours. Scène 3. La guerre du Feng Shui. Comme si la journée n'était pas assez surréaliste, la direction avait décidé que c'était le jour idéal pour réaménager l'espace. Un consultant fut dépêché, un homme aux cheveux longs, vêtu de lin blanc, qui se présenta comme un architecte de l'espace et un aquarelliste mural. Il se promenait dans le bureau avec un pendule et une boussole, parlant d'énergie néfaste et de flux positifs. « Cette moquette grise, décréta T-Hill, est beaucoup trop young, trop masculine, trop agressive. Pour vous, il faudrait quelque chose de carrément yin, féminin, dans les tons de bleu. » La plupart des employés l'ignoraient, trop occupés à se remettre de leur propre psychodrame. Mais le consultant fit une erreur fatale. Il décida de déplacer le bureau d'Hervé, le délégué syndical. « Votre bureau, il est plein nord, » expliqua l'homme de l'art avec une gravité solennelle. « C'est pas bon. Plein nord, pas bon du tout. Très mauvaise libération d'énergie. C'est beaucoup trop néfaste pour son utilisateur. » Hervé, qui était déjà à cran, explosa. « Mon bureau, c'est mon refuge. C'est ma tanière. Ça fait 15 ans que j'y suis, » hurla-t-il. Pour lui,
Ce n'était pas une question de feng shui, c'était une violation de son territoire, une agression existentielle. Le consultant, peu habitué à une telle résistance, tenta de le raisonner avec son jargon pseudo-spirituel. Sachez, monsieur, que la Chine millénaire n'a jamais été aussi moderne. C'est le yin qui va à la rencontre du yang à l'unisson. Moi, c'est à coups de manche de pioche que je vais vous faire rencontrer le yin et le yang, rétorqua Hervé, rouge de colère. Le ton monta. Hervé se barricada derrière son bureau, utilisant une plante verte et une tour de dossier comme rempart. Il déclara son cubicule zone syndicale autonome et menaça d'appeler l'inspection du travail pour atteinte aux biens, être psychologique par déplacement de mobilier non consenti. La guerre du feng shui était déclarée. Le mercredi s'achevait avec un bureau divisé en factions, un graphologue amateur en pleine enquête, un homme traumatisé par un orgasme simulé et un syndicaliste retranché derrière un ficus. Le travail, lui, pouvait bien attendre. Partie 3, jeudi, l'escalade. Le jeudi, l'atmosphère de l'entreprise était devenue irrespirable. Les tensions accumulées des jours précédents avaient atteint un point de non-retour. Les petites névroses individuelles et les angoisses collectives commencèrent à fusionner, créant un cocktail explosif prêt à détonner à la moindre étincelle. Scène 1. Le cauchemar maltais. L'étincelle prit la forme d'une présentation PowerPoint. Carol, ignorant superbement le chaos ambiant, avait décidé que c'était le moment idéal pour dévoiler son grand projet, un séminaire de team building obligatoire à Malte. Elle rassembla tout le monde dans la salle de réunion, dont les murs gris semblaient encore plus déprimants sous la lumière blafarde du vidéoprojecteur. Sur l'écran, des images de synthèse de gens souriants en polo d'entreprise construisaient des radeaux sur des plages de sable blanc. Nous tenons à mettre en place des pratiques de communication plus modernes et plus conviviales, commença Carol, son ton vibrant d'un enthousiasme que personne ne partageait. Afin de créer une meilleure synergie entre les services, le but de cette escapade est de dynamiser l'ensemble de la société, de redonner à chacun le sens de l'équipe, de renouer avec la notion de groupe, l'équipe, l'équipe, l'équipe. Dans l'audience, les visages affichaient une palette d'émotions allant du désespoir résigné à l'hostilité ouverte. Hervé, en sa qualité de délégué syndical, prit la parole. Je vous rappelle que je suis délégué syndical et ce genre de mission commando est très éloigné de mes conventions sociales, objecta-t-il. Et bien sûr, ça, il faut le faire à Malte. On ne va pas le faire à la forêt de Fontainebleau. Carol balaya ses objections d'un geste de la main. Le marketing participatif s'assimile beaucoup mieux à l'étranger que dans une salle de conférence enfumée. J'ai envisagé un rallye. Je vois deux équipes concurrentes, des activités physiques et intellectuelles à surmonter. Une simulation de danger comme la traversée d'un bras de mer sur un radeau. L'image d'eux-mêmes, en short et débardeur, pagayant frénétiquement sur une embarcation de fortune sous le soleil maltais, était si grotesque qu'elle en devenait terrifiante. Quand la démagogie rejoint le ruineux, je dis « halte au radeau », s'exclama Hervé. Vous savez combien ça coûte, un radeau, même d'occasion? Carole, imperturbable, tenta une approche plus personnelle. Justement, Hervé, je vous avais inscrit dans mon équipe. Vous avez peur de perdre l'épreuve ou bien vous ne savez pas nager? Piqué au vif, Hervé se rengorgea. Moi, pas nager? Je nage comme un marsouin. À l'école, on m'appelait Mark Spitz. C'était un mensonge éhonté. Sa dernière expérience aquatique s'était soldée par une panique totale dans le petit bain de la piscine municipale. Jean-Claude, lui, voyait déjà les choses sous un autre angle. Son esprit fertile imaginait des scénarios romantiques et improbables. Vous voulez dire, nous deux, Carole, sous un pin, à manger des algues et des bounties? Demanda-t-il, les yeux brillants. Et puis, vous tombez à l'eau et je vous rattrape, et on est attaqué par des pirates. La réunion se termina sans qu'aucune décision ne soit prise, mais le mal était fait. La menace de Malte planait désormais sur eux, un nuage de sable chaud, de sueur et d'humiliation collective forcée. Scène 2. La révolution capitaliste. Alors qu'ils se remettaient à peine du choc maltais, une nouvelle rumeur commença à enfler. Bien plus sérieuse, celle-là. Le groupe Texos, un conglomérat américain connu pour sa culture d'entreprise impitoyable, avait racheté 5% des parts de la société. Jean-Claude fut le premier à sonner l'alarme. Les Amerlocs, ça commence par 5%, prophétisa-t-il d'un ton funeste près de la machine à café. Puis, après, c'est 20, puis c'est 60, et quand ils seront majoritaires, la pause clope, là, vous pourrez vous asseoir dessus, c'est boulot, tu manges devant ton ordi, t'es esclave, t'es enchaîné au travail.
Harvey, sentant son heure de gloire syndicale arriver, enchaîna. On va pas se laisser faire, hein? Moi, je vois bien une grève, un truc énorme. Ça va être bolchevique, Octobre rouge. Le Potemkin. L'esprit révolutionnaire s'empara de l'étage. Des slogans anticapitalistes fusaient. On parlait d'occupation des locaux, de séquestration de la direction. Pendant quelques minutes, le 17e étage de cette tour de bureaux anonymes devint l'épicentre d'une insurrection prolétarienne. Puis, un email arriva. Un simple flash info de la direction financière. Suite à la prise de capital du groupe Texos, l'action de la société a pris 25% dans la journée. Un silence tomba, plus profond que celui qui avait suivi l'orgasme de Maeva. Le son des calculatrices remplaça les slogans révolutionnaires. 25% dans la journée. C'est génial, s'exclama quelqu'un. La révolution était terminée. Le grand soir était annulé. Les principes, si fermement défendus quelques instants plus tôt, s'évaporèrent comme la rosée du matin. J'ai combien d'actions, moi? Demanda Jean-Claude frénétique. Attends, avec les 50 que j'ai prises en mars, ça va me faire. Hervé, le Lénine de la photocopieuse, avait lui aussi rangé son drapeau rouge. Quand Texos aura 30% de la boîte, là je revends. Avec le bénéf, je m'achète un camping-car. Orangé et jaune comme en Floride. Une collègue ajouta « Moi, je veux faire ma cuisine. À l'américaine avec un jacuzzi, le truc à bulles. » La transformation était totale et instantanée. Les fiers défenseurs de la classe ouvrière étaient devenus des spéculateurs boursiers avides, rêvant de jacuzzi et de camping-car. Leur anticapitalisme n'était pas une conviction, mais une posture, un vêtement qu'ils enlevaient dès que le vent tournait. La Podugain avait eu raison de l'idéologie en moins de temps qu'il n'en faut pour boire un café. Scène 3. Le blocage de Jean-Claude. La journée n'était pas finie. Pour couronner le tout, la médecine du travail avait décidé d'installer sa clinique mobile sur le parking. Visite médicale obligatoire pour tous. L'épreuve la plus redoutée. L'analyse d'urine. Pour la plupart, ce n'était qu'une formalité désagréable. Pour Jean-Claude Convenant, ce fut le début d'une descente aux enfers. Il revint du camion médical le visage déconfit. « J'arrive, je dis bonjour madame », raconta-t-il à Fred, la voix brisée. Elle me dit « Sortez votre kiki et faites pipi là-dedans ». Moi, ça m'a tout bloqué. Blocage psychologique, j'y arrive pas. Ce qui suivit fut un spectacle pathétique. Jean-Claude, armé d'un gobelet en plastique, se lança dans une quête désespérée pour remplir sa mission. Il but des litres d'eau pétillante jusqu'à avoir l'impression d'être une outre sur le point d'exploser. « C'est tellement plein à l'intérieur que j'ose même plus avaler ma salive », gémit-il. Mais rien ne sortait. Sa vessie était une forteresse assiégée qui refusait de se rendre. À court de solutions, il se tourna vers la corruption. Il aborda Sylvain, le jeune stagiaire. « Sylvain, dis-moi, est-ce que tu pourrais uriner pour moi dans ce petit bocal? » Sylvain, horrifié, refusa. « Le dopage, c'est moche, c'est de la triche. » S'indigna-t-il ayant mal interprété la requête de Jean-Claude. Jean-Claude, de plus en plus désespéré, se tourna alors vers Fred, son dernier espoir. Il le coinça dans les toilettes, le gobelet tendu comme une offrande. « Tu m'accompagnes, on parle, ça va me détendre. C'est ça le truc. Il faut pas que j'y pense. » La scène était d'un grotesque achevé. Un homme suppliant un autre de l'aider à accomplir l'acte le plus naturel du monde. Fred, partagé entre la pitié et le dégoût, tenta de l'encourager, lui suggérant de penser à des cascades, à des robinets ouverts. Rien n'y fit. Le blocage de Jean-Claude était total, une métaphore parfaite de son personnage, une façade de vantardise dissimulant une anxiété profonde et une incapacité à faire face aux situations les plus simples. Le jeudi se termina sur cette image d'un homme seul face à un urinoir, luttant non pas contre son entreprise ou le capitalisme, mais contre sa propre vessie. Et il était en train de perdre. Partie 4. Vendredi. L'apothéose du chaos. Le vendredi arriva non pas comme une libération, mais comme le dernier acte d'une tragédie grecque jouée par des clowns. Toutes les tensions, les frustrations et les absurdités de la semaine convergèrent en une série de catastrophes spectaculaires, un bouquet final de dysfonctionnements qui allait laisser des cicatrices durables sur le lino du 17e étage. Scène 1. Le fiasco du mieux pâton. Tout avait commencé par une bonne intention. Participer au mieux pâton, une opération caritative nationale. La direction, dans un élan de générosité calculée, avait encouragé les initiatives personnelles. Ce fut une erreur. Sylvain, le stagiaire, apporta des gâteaux faits par sa mère. « C'est une vieille recette polonaise », expliqua-t-il fièrement. À base de pain perdu fourré à la châtaigne, le tout arrosé de kirsch fantaisie. C'est très nourrissant. La réalité était moins poétique.
Les gâteaux avaient la consistance du plâtre et un goût qui rappelait vaguement un meuble ancien. Plusieurs employés, après y avoir goûté par politesse, durent être discrètement conduits à l'infirmerie, victimes de ce que le médecin appela un traumatisme gastrique d'origine non identifiée. 3 interventions de SOS médecins furent nécessaires. Carole, de son côté, organisa un vide dressing, vendant ses vieilles robes de soirée à des prix exorbitants. « Je l'ai payé 6500 francs chez Gucci, dit-elle en tendant une robe qui semblait avoir été attaquée par des ciseaux. Je vous la fais à 900 francs. C'est pour les gamins. » Mais le clou du spectacle fut le défi de Jean-Claude. Pour se surpasser pour les gosses, il avait décidé de battre un record, faire le plus de tours du parking souterrain en voiture en 24 heures. Il installa ses propres enfants sur la banquette arrière, transforma sa berline en bolide de course et se lança dans une ronde infernale. Au bout de 32 heures, épuisé et désorienté, il loupa un petit peu un ou deux virages, emboutissant une série de poteaux en béton et terminant sa course dans un mur. La voiture était une épave, et le mobilier urbain du parking avait subi des dommages considérables. Le moment de la comptabilité finale arriva. Hervé, le trésorier de l'opération, se tenait devant le tableau blanc, un feutre à la main. « Bon, la somme brute récoltée est de 4 823 francs, annonça-t-il, non sans fierté. Jean-Guy, le manager, ravi, déclara « Bravo! Comme convenu, je double la somme et j'arrondis à 10 000 francs. » Hervé l'arrêta d'un geste. « Attendez, n'inscrivez pas tout de suite. Il faut déduire les frais. » Il commença à lister. Les 3 interventions de SOS médecins pour les victimes des gâteaux polonais, les notes d'essence colossales de Jean-Claude, et enfin, la fameuse franchise de 4 000 francs pour les dégâts matériels causés par la voiture folle. Il fit le calcul final sous les yeux horrifiés de ses collègues. Moins les interventions des médecins et la franchise, ça nous fait moins 2 280 francs. Un silence de mort s'abattit sur la pièce. Non seulement ils n'avaient rien gagné, mais ils devaient de l'argent. Leur élan de générosité s'était transformé en une dette. Jean-Guy Blême ajouta « Mais si vous êtes toujours disposé à mettre la moitié de la somme, le mieux patron ne nous doit plus que 1140 francs. » L'opération caritative s'était achevée en fiasco financier et sanitaire. Scène 2. La tour infernale. Alors qu'ils tentaient encore de digérer leur échec philanthropique, une sirène stridente retentit dans tout l'immeuble. Un exercice d'évacuation incendie. La plupart des employés descendirent par les escaliers, en maugréant. Mais Hervé, Jean-Claude et Carole, surpris en pleine discussion, se précipitèrent dans l'ascenseur. Grosse erreur. À mi-chemin, l'ascenseur s'arrêta brusquement. Les lumières clignotèrent et s'éteignirent, remplacées par un éclairage de secours verdâtre. Une fumée âcre commença à s'infiltrer par les fentes de la porte. « C'est des fumigènes pour de faux, c'est comme au cinéma, » dit Hervé, essayant de se convaincre lui-même. « C'est du bidon, bande de nazes. » Cria-t-il en direction de la porte. Mais la fumée s'épaississait. La chaleur montait. Le téléphone de secours ne répondait pas. La panique commença à s'installer. « On va tous crever. Je verrai plus jamais mes gosses, » sanglota Jean-Claude. Hervé, le syndicaliste endurci, perdit tout son sang-froid. Carole, la femme de pouvoir, se recroquevilla dans un coin. Dans la promiscuité de la cabine surchauffée, les masques tombèrent. Hervé avoua ses peurs les plus profondes, Carole admit qu'elle détestait son travail, et Jean-Claude, dans un moment de lucidité tordue, fit une proposition inattendue. « Carole, dit-il, la voix tremblante mais sérieuse, qui aimerait qu'on fasse maintenant ici l'amour près du feu, avant de partir? » L'absurdité de la situation atteignit son paroxysme. Ils étaient peu, être sur le point de mourir, mais les priorités de Jean-Claude restaient les mêmes. Alors que Carole s'apprêtait à lui répondre, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent dans un grincement. 2 pompiers se tenaient là, l'air blasé. « C'est l'exercice d'évacuation, » dit l'un d'eux. « Vous n'avez pas entendu la sirène? On vous cherchait. » Les 3 rescapés sortirent de la cabine, couverts de suie artificielle et de honte bien réelle. Leur expérience de mort imminente n'était qu'une farce. Ils s'étaient révélés les uns aux autres dans leur plus grande vulnérabilité, pour rien. Le retour au silence de l'open space fut le plus long et le plus gênant de leur vie. Scène 3. La tentation de Jean-Claude. Le coup de grâce de la semaine fut porté à Jean-Claude. Il reçut un appel. C'était un chasseur de tête, travaillant pour leur concurrent direct et ennemi juré, Digitox. L'offre était stupéfiante. 40 000 € par an, annonça Jean-Claude à Hervé, les yeux exorbités, et des notes de frais non plafonnées. Pour Jean-Claude, dont les notes de frais étaient une œuvre d'art de la fiction créative, c'était le paradis. La tentation était immense. Passer chez l'ennemi, trahir ses collègues.
mais pour 40 000 euros. Hervé, apprenant la nouvelle, vit rouge. Ce n'était pas la perte d'un collègue qui le choquait, mais la trahison d'un camarade de tranchée. « Digitox, c'est des voleurs! » s'écria-t-il. « Ils n'ont même pas de syndicat! Tu ne vas quand même pas passer chez l'ennemi! » Il se lança dans un discours passionné et manipulateur, un chef-d'œuvre de chantage affectif. « Tu ne comprends pas que tes vrais amis sont ici? » plaida-t-il. « Qu'est-ce que la boîte a fait pour toi, Jean-Claude? Tu n'es rien sans nous. Tu serais dans la rue aujourd'hui. Tu n'aurais pas rencontré ni ta femme, ni tes gosses. » Jean-Claude hésitait. La loyauté contre l'argent. L'amitié contre les notes de frais illimités. Hervé sentit qu'il était en train de le perdre. Il joua sa dernière carte, son va-tout, un sacrifice ultime sur l'autel de la camaraderie d'entreprise. « T'as vu mes conditions de travail, là? » se plaignit Jean-Claude. « Je ne peux pas recevoir mes clients dans mon KGB. Alors que toi, évidemment, t'as un grand bureau avec des baies vitrées. » Hervé prit une grande inspiration. « Tu le veux, mon bureau, dit-il, la voix étranglée par l'émotion. Prends-le. Je te le donne. Je vais travailler sur un tabouret. Je vais redevenir le syndicaliste que je n'aurais jamais dû cesser d'être. » Le geste était si grand, si inattendu, qu'il toucha Jean-Claude. Ce n'était pas l'appel à la loyauté qui l'avait convaincu, ni le souvenir de ses enfants. C'était la perspective d'un bureau plus grand, un symbole de statut. « Bon, tu restes? » demanda Hervé anxieux. « Yes, » répondit Jean-Claude, un immense sourire illuminant son visage. « On les a niqués. » Il n'avait pas compris qu'Hervé venait de se niquer lui-même. Mais peu importait. Jean-Claude restait. La crise était évitée. La semaine d'enfer s'achevait sur cet acte de sacrifice absurde, motivé non par l'amitié, mais par la convoitise d'un fauteuil de direction et de quelques mètres carrés de moquette supplémentaires. Conclusion. Vendredi soir, retour à la normale, ou presque. Le bar où ils échouaient chaque vendredi soir était une extension de l'open space, avec plus d'alcool et moins de néon. Ce soir-là, l'ambiance était étrange. La semaine avait été un tourbillon de chaos, une succession de crises qui auraient dû les souder ou les briser. Mais rien de tout cela ne s'était produit. Jean-Claude paradait, décrivant avec force détail l'agencement de son futur bureau, celui d'Hervé. Il parlait déjà de son fauteuil empereur et de la vue dégagée qu'il aurait. Il était insupportable, mais c'était un insupportable familier. Hervé, de son côté, était déjà entré dans son rôle de martyr. Il était assis sur un tabouret haut, le dos voûté, se plaignant du minuscule KGB qui l'attendait lundi. Son sacrifice lui avait déjà donné une nouvelle aura de saint syndical, une posture qu'il comptait bien exploiter pendant des mois. Carole, assise à l'écart, avait sorti son ordinateur portable et peaufinait sa présentation pour le séminaire à Malte. L'épisode de l'ascenseur était oublié. L'armure était de retour, plus solide que jamais. Ils se disputèrent pour savoir qui paierait la prochaine tournée, utilisant les mêmes arguments égoïstes et les mêmes techniques de mauvaise foi que le lundi matin dans le parking. La menace de la prise de contrôle par Texos flottait encore, mais pour l'instant, elle était lointaine, une abstraction face à la réalité tangible d'une bière à payer. Le cycle était complet. Rien n'avait été appris. Rien n'avait vraiment changé. Ils étaient revenus à leur état d'équilibre naturel, un état de dysfonctionnement stable, une guerre de tous contre tous, tempérée par la nécessité de coexister. Hervé, finissant sa bière d'un trait, laissa échapper un long soupir. Il regarda ses collègues, ses ennemis, sa seule famille en dehors de chez lui. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres, un sourire de résignation, de fatigue, et être d'une forme tordue d'affection. Vivement Lundy, dit-il. Personne ne releva l'ironie, car, au fond, ils le pensaient tous un peu. Cet enfer était le leur, c'était leur maison. Les âmes grises du 17e étage. Introduction. Lundi, le poids des solitudes. Le lundi ne se levait pas, il s'infiltrait. Une lumière grise, aqueuse, qui semblait avoir traversé des couches de fatigue avant de venir se poser sur le béton froid du parking souterrain. L'air y était stagnant, un mélange d'humidité, de gaz d'échappement refroidi et de la mélancolie silencieuse des dimanches qui s'achèvent. C'est dans ce décor de purgatoire moderne que les employés arrivaient un par un, non pas comme des collègues se retrouvant, mais comme les survivants d'un naufrage invisible, chacun agrippé aux débris de sa propre vie, le regard déjà fixé sur l'horizon lointain du vendredi soir. Ils étaient des îles, se croisant sans jamais s'aborder, leur solitude respective créant une mer d'indifférence polie. Scène 1. La symphonie des vies brisées.
Le son d'un moteur fatigué, une toux rauque et métallique, déchira le silence. Une vieille Peugeot, dont la carrosserie portait les cicatrices de 1000 batailles urbaines, exhala un nuage de fumée blanche. Au volant, une femme à la voix lasse, déjà usée avant même que la journée n'ait commencé, lança une offre dans le vide, comme une bouteille à la mer. « Il me reste une place ce soir dans l'Aix-Antille, si ça intéresse quelqu'un. D'un à qu'une. » Cette simple phrase, un rameau d'olivier tendu au-dessus des eaux troubles de l'égoïsme quotidien, flotta un instant. C'était une offre de partage, de chaleur humaine pour un trajet retour qui serait pour chacun un peu moins solitaire. Mais la solitude est une forteresse aux murs épais. « Ah bah ouais, je pars en clientèle demain, donc la bagnole est bourrée de matos des chantiers, » répondit une voix d'homme depuis une camionnette. Il n'y avait aucune excuse dans son ton, simplement le constat d'une réalité professionnelle qui primait sur tout le reste. Son matériel, ses chantiers, son monde à lui, impénétrable. Une autre portière claqua, c'était Maeva. Mère célibataire, son énergie était un fil électrique dénudé, vibrant d'une tension perpétuelle. « Ah bah, j'en profite très bien parce que j'aimerais récupérer mes 3 gosses chez la nounou, » dit-elle, chaque mot portant le poids de sa charge mentale. Ce n'était pas une simple contrainte logistique, c'était le rappel constant de sa bataille quotidienne, menée seule, pour des êtres qui dépendaient entièrement d'elle. Sa vie était une course contre la montre, et cette place en covoiturage n'était qu'un obstacle de plus sur sa piste. Puis, il lut Philippe. Il se tenait un peu à l'écart, une main pressée contre sa joue, le visage tordu par une douleur invisible mais totale. Une de ses molaires était devenue un centre de torture, envoyant des décharges électriques à travers ses nerfs, une agonie si pure qu'elle effaçait tout le reste. Chaque pulsation de son cœur était un coup de marteau sur un clou incandescent. Il parvint à murmurer, la voix déformée par la souffrance. « Ah, moi, ça m'aurait bien arrangé parce que j'ai rendez-vous à 6 heures chez le dentiste. C'est un mal de chien. » Sa douleur était réelle, palpable. Mais pour les autres, elle n'était qu'un argument de plus dans la triste compétition des misères personnelles. Personne ne lui demanda s'il souffrait. Personne ne lui offrit un cachet. Son mal de dents était devenu une simple carte à jouer dans une partie qu'il ne voulait pas disputer. Un autre homme, au visage creusé par une inquiétude chronique, soupira. C'était un son qui semblait venir du plus profond de son âme endettée. « Non, rien de bien grave, » commença-t-il, avec la fausse modestie de ceux qui portent un fardeau immense. Enfin, ça fait 6 mois que je me bats pour obtenir un rendez-vous digne de ce nom avec mon banquier pour parler de mon découvert. Mais c'est pas grave, je vais continuer. Il parlait de son découvert comme d'une maladie incurable, une lutte noble et solitaire dont il était le héros tragique. La digue de la civilité céda. Maeva, à bout de nerfs, laissa éclater sa frustration. « Pas vrai, mais vous pensez qu'à vous ou quoi? Vous savez pas ce que c'est, vous, d'élever 3 gosses toute seule, hein? » C'était un cri du cœur, un appel à la reconnaissance de son sacrifice. La réponse fut une lame de glace. « Ouais, bah toi, tu sais pas ce que c'est que d'avoir un rongeur de dents qui dure plus de 3 jours. Et puis c'est pas de notre faute si t'es toute seule à les élever, tes gosses. » La cruauté de la réplique frappa Maeva en plein cœur. On ne s'attaquait plus à sa logistique, mais à sa vie, à ses choix, à sa solitude même. Blessée, elle se défendit avec la seule fierté qui lui restait. « Ouais, bah, en attendant, moi j'ai trouvé quelqu'un pour me les faire, mes gosses, » lança-t-elle, comme pour prouver qu'elle avait, un jour, été désirée. La surenchère dans la méchanceté atteignit son apogée. « Ouais, t'étais même plusieurs à ce qu'on dit, » siffla une voix. Une insinuation venimeuse qui la déshabilla de sa dignité. L'homme au découvert, sentant que son drame personnel était éclipsé, joua sa dernière carte, celle du martyr absolu. « Non, mais allez-y, moi je vous la laisse, la place. De toute façon, tout le monde s'en fout si je me retrouve à la rue, c'est ça, hein? » Le silence qui suivit fut lourd et poisseux. La fragile possibilité d'un moment de partage s'était dissoute dans un bond d'acide de récrimination et de douleur personnelle. Ils se détournèrent les uns des autres, sans un mot, et regagnèrent leur véhicule. Les portières claquèrent, scellant chacun dans sa bulle de métal et de solitude. Les moteurs démarrèrent, leurs vrombissements se répondant comme des cris d'animaux blessés dans la nuit. Ils partirent seuls, chacun emportant sa propre misère, laissant derrière eux une place vide dans une voiture, symbole d'une humanité manquée. Scène 2. L'idole et le vide. L'hôtel de la vie sociale de l'entreprise était une machine à café chromée, qui distribuait un liquide noir et amer, fidèle reflet de l'humeur générale. C'est là que se tenait Jean-Claude Convenant, VRP d'une époque révolue.
sanglé dans un costume en tergale qui brillait d'une confiance inébranlable. Jean-Claude n'était pas un homme, c'était un personnage qu'il jouait chaque jour, un rôle de bon vivant, d'homme qui a tout vu, tout fait. Mais derrière le masque, il y avait une peur, celle de n'être personne. Ce matin-là, il contemplait le tableau d'affichage avec une ferveur quasi mystique. « Regarde, regarde le CIE, ils ont fait un nouveau jeu concours », dit-il à Fred, son jeune collègue qui observait le monde avec une ironie protectrice. « Le premier prix, c'est 2 places pour le prochain show de Johnny au Mont-Saint-Michel », annonça Jean-Claude, ses yeux brillant d'une lumière sincère. « Johnny, franchement », soupira Fred. Le visage de Jean-Claude se ferma. « Attends, t'aimes pas Johnny ?» C'était pas une question, c'était une accusation. Pour Jean-Claude, Johnny n'était pas un chanteur. C'était un repère, un pilier dans le chaos de sa vie. C'était la voix de sa jeunesse, la bande-son de ses premiers succès, de ses premiers amours, de ses plus grandes illusions. Johnny, c'est mon idole. Johnny, c'est mon Américain à moi. Dis-moi, tu connais un mec qui chante mieux que Johnny. Ne me dis pas Florent Pagny ou je te tape. Pour gagner ses places, ce growl, il fallait résoudre une énigme. Un problème de mathématiques absurde, conçu par un esprit sadique du comité d'entreprise. Jean-Claude s'empara du formulaire et lut à voix haute, sa voix se faisant l'écho d'un défi impossible. Alors, sachant que Johnny doit effectuer en moto un trajet de 1618 km à la vitesse de 73 km par heure et qu'il devra ingurgiter 6 litres d'eau toutes les 12 minutes. Tous les combien de kilomètres devra-t-il s'arrêter et à combien de centilitres équivaudra la totalité de ses pauses pipi? Le silence se fit. Les chiffres dansaient devant les yeux de Jean-Claude, une sarabande moqueuse et incompréhensible. Lui, l'homme de la tchatch, du contact, de l'instinct, était face à un mur de logique pure. Il sentit les regards peser sur lui. Fred, avec son sourire en coin, attendait sa chute. Son personnage de VRP omniscient, l'aventurier du monde moderne, était sur le point de s'effondrer pour une histoire de pause pipi. La panique monta, froide et paralysante. Il ne pouvait pas dire « je ne sais pas ». Sue était admettre sa propre faillibilité, admettre que le grand Jean-Claude Convenant n'était qu'un homme ordinaire, perdu face à un problème de niveau collège. « C'est quoi la question ?» demanda-t-il dans une tentative désespérée de gagner du temps. « C'est ça la question » répondit Fred, implacable. Le piège était refermé. L'humiliation était imminente. Alors, dans un éclair de génie ou de folie, il choisit la seule issue possible. Il ne résoudrait pas le problème. Il l'anéantirait. Il porta le formulaire à sa bouche et commença à le mâcher, lentement, cérémonieusement sous les yeux stupéfaits de ses collègues. Il mâchait les kilomètres, les litres, la vitesse, la chaleur du toucan. Il mâchait son angoisse, sa peur de l'échec, le regard narquois de Fred. Il transforma le symbole de son humiliation en une pulpe de papier et d'encre, et l'avala. C'était un acte de destruction, mais aussi de libération. « C'est bon, j'ai trouvé la solution », annonça-t-il, la bouche encore barbouillée d'encre, avec le calme d'un homme qui vient de déplacer une montagne. Il avait perdu les places pour le concert de son idole, mais il avait sauvé quelque chose de bien plus essentiel à sa survie, l'illusion de sa propre invincibilité. Il s'éloigna de la machine à café, laissant derrière lui un groupe de spectateurs médusés. La semaine ne faisait que commencer, et déjà, les masques commençaient à se fissurer, révélant les peurs et les fragilités qu'ils cachaient. Partie I. Mardi. L'humiliation silencieuse. Le mardi apporta avec lui une nouvelle forme de menace, plus insidieuse que les conflits ouverts. C'était la menace de l'ordre, de la méthode, de l'évaluation. Une force venue d'en haut, incarnée par un homme, au sourire indéchiffrable, vint sonder les âmes et les juger, non pas sur leur travail, mais sur leur servilité. La journée fut une longue leçon d'humiliation, qui culmina dans un acte de rébellion aussi désespéré que pathétique. Scène 1. Le verbe et le néant. Il s'appelait Hervé Dumont et son titre, directeur national des ressources humaines, suffisait à glacer le sang. Il n'appartenait pas à leur monde. Il venait du siège, ce lointain Olympe, où l'on décidait de leur sort sans jamais les regarder dans les yeux. Dumont se déplaçait dans l'open space avec la grâce silencieuse d'un requin dans un aquarium, son costume impeccable fendant l'air chargé de stress. Il s'arrêtait au hasard, engageant la conversation avec une amabilité terrifiante. Son arme n'était pas l'autorité, mais le langage. Un langage qu'il inventait, un jargon absurde conçu comme un test de personnalité. « Bonjour », dit-il à un employé qui cessa instantanément de respirer. « Je suis en visite, une visite complètement hontéodrome.
Le mot, vide de sens, résonna dans le silence. Ontéodrome. L'employé pris au piège ne pouvait ni admettre son ignorance, ce qui serait un aveu de faiblesse, ni prétendre comprendre, ce qui serait un mensonge. Il choisit la voie de la lâcheté, un hochement de tête et un sourire crispé. Dumont continua sa ronde macabre et s'arrêta devant Jean-Claude Convenant. Sentant une occasion de se mesurer à un puissant, Jean-Claude se redressa. « Monsieur Convenant, » dit Dumont, son regard perçant, « on me dit que vous avez des techniques de vente assez intéressantes. » Jean-Claude, flatté, sortit sa tirade habituelle, son armure de mots. « Oh, bah vous savez, moi je suis un VRP, l'un des derniers aventuriers du monde moderne. » Le sourire de Dumont ne scia pas. « Il faudrait peu être un peu plus de Cyrilite dans vos techniques d'approche clientèle. Je suis sûr que ça optimiserait votre chiffre d'affaires. Vous en pensez quoi? » Voyons donc. Cyrillite. Le mot frappa Jean-Claude comme un coup de poing. Son esprit, habituellement si vif pour la répartie, se mit à tourner à vide. Il n'y avait rien, aucune référence, aucun sens. Mais reculer était impossible. Il devait faire face. Il devait bluffer. La Cyrillite, commença-t-il, cherchant une inspiration qui ne venait pas. Oui, c'est vrai que bon, c'est. Mais il y a Cyrillite et Cyrillite si on va par là. Oui. Il ponctua sa phrase d'un air entendu, comme s'il venait de révéler un secret commercial d'une profondeur abyssale. Dumont le regarda un instant, un regard qui semblait lire au plus profond de son âme et y voir le vide. « Excusez-moi, monsieur, j'ai encore beaucoup de gens à voir, » dit-il avant de s'éloigner, laissant Jean-Claude tremblant, persuadé d'avoir passé l'épreuve avec brio. La vérité cruelle et humiliante fut révélée plus tard, près de la machine à café. Un collègue mieux informé expliqua la méthode Dumont. Il invente des mots et si l'employé n'ose pas lui en demander la définition, c'est qu'il est servile, incapable de tenir un poste de responsabilité et sans caractère. Un froid s'abattit sur le petit groupe. Ils comprirent. Ils avaient tous été pesés, jaugés et jugés indignes. Leur désir de bien paraître, leur peur de passer pour des idiots, les avait condamnés. Ils avaient été pris au piège de leur propre insécurité. Le langage, cet outil de connexion, était devenu une arme de division, un instrument de torture psychologique qui les avait tous brisés, un par un, en silence. Scène 2. La machine et la colère. Surfant sur la vague de terreur instaurée par Dumont, le manager local, Jean-Guy Lecomte, un homme dont l'autorité était inversement proportionnelle à son charisme, décida qu'il était temps de marquer son territoire. Une note de service d'un jaune agressif fut épinglée sur le tableau d'affichage. Harvey, le délégué syndical, la lut à voix haute, sa voix vibrant d'une colère sacrée. Pour le dynamisme de l'entreprise, j'ai décidé de mettre une pointeuse dans notre société. Toute personne arrivant avec plus de 10 minutes de retard se verra attribuer un avertissement. Post-scriptum. Ceci s'applique également pour les commerciaux. Pour les commerciaux, Jean-Claude, s'écria Hervé. C'était une attaque directe, une déclaration de guerre. La pointeuse n'était pas un simple outil de gestion. C'était un monstre de métal et de plastique, un symbole de leur asservissement, une machine qui niait leur professionnalisme, leur autonomie, leur humanité même. Elle les réduisait à une simple présence, adjutant de cerveau quantifiable et contrôlable. « On va pas se laisser faire, sinon c'est la dictature », harangua Hervé, grimpé sur une chaise, transformant l'open space en une place de la révolution. « Moi, je dis qu'il y a de la révolution dans l'air, de la pétition et de la grève. » Jean-Claude, encore sous le choc de l'affaire de la Cyrillite, vit une occasion de restaurer son honneur par une action d'éclat. « Moi, je crois que c'est le moment de faire jouer nos relations, » dit-il, d'un air de conspirateur. Il raconta son improbable rencontre avec un Corse, un homme de l'ombre qui réglait les problèmes de manière définitive. Corse, cagoule, dynamite, m'sise sur la banquette. Le mec m'a dit « Si j'ai un souci, je l'appelle et 5 minutes après, j'ai plus de problèmes. » C'est ça. L'image de la pointeuse explosant en 1000 morceaux, et peu être du bureau de Jean-Guy avec, fut une vision fugace et réconfortante. Mais la réalité les rattrapa. Ils n'étaient pas des révolutionnaires, juste des employés de bureau poussés à bout. Il leur fallait une vengeance plus subtile, plus personnelle, une vengeance à leur mesure. Scène 3. La vengeance au Curlord. L'idée vint d'un comptable, un homme discret, dont la rage était une braise couvant sous des cendres de chiffres. Il sortit un petit flacon de sa poche. « J'ai peu être la soluce, » murmura-t-il. « Des cachets. Il suffit de lui en verser tous les matins dans son café. C'est un truc qui énerve à petit feu. À la fin, il devient complètement dingue. Le plan était né.
Une guerre chimique, silencieuse et sournoise. Il ne s'attaquerait pas au symbole, la pointeuse, mais à l'homme, Jean-Guy. La cible fut rapidement choisie, non pas son café, trop public, mais sa pizza quotidienne, un rituel sacré et solitaire. L'Operation Pizza Purgatorio fut un mélange d'excitation et de terreur. Ils se cotisèrent, achetèrent le laxatif le plus puissant disponible en pharmacie et attendirent le livreur comme on attend un contact pour une opération clandestine. Hervey, désigné pour l'interception, était si nerveux qu'il faillit tout faire capoter. Ils emportèrent la boîte chaude dans les toilettes, ce sanctuaire de toutes les conspirations de bureau. Les mains tremblantes, ils écrasèrent les comprimés blancs, les réduisant en une poudre de vengeance qu'ils saupoudrèrent sur le fromage fondu. C'était un geste terrible et dérisoire. Ils n'étaient pas des assassins, juste des gens humiliés qui rendaient le mal par un mal plus petit, plus mesquin. Ils retournèrent à leur bureau, le cœur battant, et attendirent. Ils virent Jean-Guy recevoir sa pizza, l'ouvrir, humer l'arôme de la trahison. Ils échangèrent des regards où se mêlaient la culpabilité et un sentiment de justice imminente. C'est alors que l'ascenseur s'ouvrit. Hervé Dumont, le directeur national des ressources humaines, l'homme aux mots inventés, en sortit. Il se dirigea d'un pas souple vers le bureau de Jean-Guy. « Excellent travail !» Sa voix porta jusqu'à eux, claire et tranchante. « Je me suis permis de goûter la pizza. J'avais encore un petit creux. Elle est très bonne, cette pizza. » Le temps s'arrêta. Les visages des conspirateurs se décomposèrent. Leur petite vengeance ciblée, leur acte de rébellion mesquin, venait de se transformer en un attentat contre le sommet de la hiérarchie. Ils avaient voulu provoquer une petite crise intestinale locale. Ils risquaient de déclencher un incident diplomatique majeur au sein de l'entreprise. La peur, une peur pure et glaciale, s'empara d'eux. Le mardi s'achevait non pas sur une victoire, mais sur la perspective d'un anéantissement total. Partie 2. Mercredi, les fêlures End Times. Le mercredi fut une journée de paranoïa. La menace d'une enquête interne sur l'affaire de la pizza planait sur l'open space, transformant chaque regard de la direction en un interrogatoire silencieux. Mais tandis que la peur collective grandissait, les angoisses individuelles longtemps contenues commencèrent à déborder, fissurant les carapaces et révélant les âmes à nu. Ce fut une journée de confessions involontaires et de crises personnelles exposées à la lumière crue des néons. Scène 1. L'écho d'une insulte. Carol, la directrice marketing, était une forteresse. Son professionnalisme était son rempart, son jargon d'entreprise son armure. Elle ne montrait jamais de faiblesse. Mais ce matin-là, la forteresse se fissura. Elle revint des toilettes des hommes, celles des femmes étant condamnées par un dégât des eaux, le visage blême, les lèvres pincées. « Je viens de lire un graffiti dans les toilettes des hommes qui porte atteinte à mon honneur », annonça-t-elle, sa voix tremblant d'une fureur contenue. « C'est du harcèlement moral. » Fred, avec une curiosité imprudente, demanda « Et qu'est-ce qu'il disait, ce graffiti ?» Carole le fusilla du regard, puis lâcha, comme si elle arrachait un poison de sa poitrine. Il disait « Carole est une grosse salope ». Les mots, crus et violents, restèrent suspendus dans l'air. Ce n'était pas une simple insulte. Pour Carol, c'était la négation de tout ce qu'elle était, ou du moins de tout ce qu'elle s'efforçait d'être. Une professionnelle respectée, une femme de pouvoir dans un monde d'hommes. Cette phrase, écrite à la hâte sur une cloison de faïence, avait percé son armure et touché la femme vulnérable qu'elle cachait à l'intérieur. Sa réaction fut à la mesure de sa blessure. Elle ne pouvait pas montrer sa peine, alors elle montra sa force. Elle se transforma en enquêtrice, en procureur. « Je vais l'authentifier très rapidement, » déclara-t-elle, sa voix redevenue métallique. « Je vais demander au graphologue de la boîte. Il va comparer le graffiti avec vos écritures. L'affaire d'1 heure tout au plus. » Une chasse aux sorcières commença. La paranoïa, déjà alimentée par l'affaire de la pizza, atteignit son paroxysme. Chacun se sentit suspect, chaque signature sur un document, chaque note prise en réunion devenait une pièce à conviction potentielle. Carole, aveuglée par sa douleur, ne voyait plus des collègues, mais des coupables. Sa quête de justice était devenue une obsession, une tentative désespérée de reprendre le contrôle sur une situation qui l'avait profondément déstabilisée et humiliée. Scène 2. Le cri du silence. Pendant que Carol menait son inquisition, Fred fut la victime d'une autre forme de harcèlement, plus étrange, plus intime et infiniment plus triste. Maeva, la mère célibataire au bord de la crise de nerfs, s'approcha de son bureau. Tout commença innocemment. « Fred, je peux prendre les piles de ton Walkman? »« C'est pour mon dictaphone, demanda-t-elle.
Puis, la conversation dérapa, glissant sur une pente de plus en plus intime et dérangeante. Maeva lui parla de son vibromasseur, de ses plaisirs solitaires, avec une franchise qui n'était pas de la provocation, mais une forme de désarroi. Elle ne cherchait pas à le choquer, elle cherchait à parler, à briser le mur de sa solitude. « Dis, je peux te poser une question? » continua-t-elle, elle, sa voix se faisant plus douce. « Est-ce que tu simules quand tu jouis? » Fred était pétrifié. Il ne comprenait pas. Il ne voyait que la transgression, l'inconfort. Il ne voyait pas la femme derrière les mots. Une femme qui passait ses journées à jongler entre ses enfants, son travail, ses dettes, et qui, la nuit, se retrouvait seule avec ses questions et ses doutes. Une femme qui se demandait si le plaisir, le vrai, l'authentique, existait encore pour elle. Face au silence de Fred, à son incapacité à comprendre sa détresse, Maeva fit quelque chose d'inouï. Elle décida de lui montrer, de lui faire entendre le mensonge. Elle s'adossa à son bureau, ferma les yeux et commença à simuler un orgasme. Ce ne fut pas un spectacle érotique. Ce fut une performance tragique. Ces gémissements qui montaient dans le silence de l'open space n'étaient pas des cris de plaisir, mais des cris de solitude. C'était le son d'une femme qui jouait un rôle. Le rôle de celle qui ressent, de celle qui est désirée, parce que la réalité était trop douloureuse à supporter. Tous les claviers s'arrêtèrent. Tous les regards convergèrent vers elle. Mais personne ne comprit. Ils ne virent que la folie, la gêne, le spectacle. Quand elle eut fini, elle rouvrit les yeux. Il y avait une lueur de défi, mais aussi une profonde tristesse dans son regard. Elle regarda Fred et dit simplement « J'ai rien fait. » C'était pour de faux. Tu vois, on peut simuler. Elle venait de livrer un morceau de son âme, de sa douleur, et personne n'avait su le recevoir. Fred, anéanti par le malaise, lui tendit une plaquette de piles neuves, comme pour payer son silence et la faire disparaître. Maeva les prit, le remercia d'un sourire brisé, et retourna à sa place, plus seule que jamais au milieu de ses collègues. Scène 3. La défense du territoire. Comme pour ajouter une touche de surréalisme à cette journée de fêlure, la direction avait mandaté un architecte de l'espace pour réaménager les bureaux selon les principes du Feng Shui. Un homme vêtu de lin blanc, parlant d'énergie yin et yang, se mit à déambuler dans l'open space, un pendule à la main. Son zèle bienveillant se heurta à un mur. Hervey, le délégué syndical. Le consultant décréta que le bureau d'Hervey, orienté plein nord, était une source d'énergie néfaste et qu'il fallait le déplacer. Pour Hervey, ce n'était pas une question d'énergie, c'était une question de survie. Ce bureau, ce petit cube de 9 mètres carrés sans fenêtre, était son unique refuge. C'était le seul endroit dans cet univers hostile où il se sentait en sécurité. C'était sa tranchée, sa forteresse. « Mon bureau, c'est mon refuge, c'est ma tanière, ça fait 15 ans que j'y suis », hurla-t-il, avec la fureur d'un animal défendant son territoire. Le consultant, parlant de la Chine millénaire, ne comprit pas qu'il venait de toucher à quelque chose de sacré. Il ne s'agissait pas de meubles, mais d'identité. En 15 ans, les murs de ce bureau s'étaient imprégnés de ses colères, de ses espoirs, de ses rares moments de paix. Déplacer ce bureau, c'était comme l'arracher à lui-même. La confrontation fut brève et violente. Hervey se barricada, menaçant l'architecte de l'espace avec une métaphore de manche de pioche. Il déclara son bureau zone syndicale autonome. C'était un combat dérisoire, mais pour Hervey, il était existentiel. Il se battait pour son droit à un petit coin de misère qui lui appartenait, un dernier rempart contre un monde qui, chaque jour, essayait de le déloger, de le déplacer, de l'effacer. Le mercredi s'acheva sur cette image, un homme seul, assiégé dans son propre bureau, défendant les ruines de sa vie contre les assauts bienveillants de la modernité. Conclusion provisoire. La semaine n'était qu'à sa moitié, mais les fondations de l'édifice social du 17e étage étaient déjà profondément ébranlées. Les événements, qu'ils soient comiques ou tragiques en apparence, n'étaient que les symptômes d'un mal plus profond. La solitude écrasante d'individus forcés de coexister sans jamais se rencontrer. Chacun luttait avec ses propres démons. La peur de l'échec pour Jean-Claude, le poids des responsabilités pour Maeva, le besoin de reconnaissance pour Carole, la quête de sécurité pour Hervé. Leur lieu de travail n'était pas un espace de collaboration, mais un champ de bataille où les armes étaient les mots, les silences et parfois une pizza au laxatif. Ils étaient à la fois victimes et bourreaux les uns des autres, incapables de voir que la douleur de leurs voisins était le miroir de la leur. La fin de la semaine s'annonçait comme une apothéose de ce chaos, un point de rupture où les âmes grises du 17e étage allaient peu être
Enfin, être forcé de se regarder en face. Vous me reste une place ce soir dans l'ex-Antia, si ça intéresse quelqu'un. D'un à qu'une. Ah bah ouais, je pars en clientèle demain pour que la bagnole est bourrée des chantiers. Ah bah j'en profite très bien parce que j'aimerais récupérer mes 3 gosses chez la nouveau. Ah, moi ça m'aura bien arrangé parce que j'ai rendez-vous à 6 heures chez le dentiste. C'est un mal de chaîne. Philippe, tu as quelque chose à dire? Non, rien de bien grave. Enfin, j'ai 6 mois de je me bats pour obtenir un digne avec mon banquier pour parler de mon découvert. Mais c'est pas grave, je vais continuer. Pas vrai, mais vous pensez qu'à vous ou quoi? Vous savez pas ce que c'est, vous, d'élever 3 gosses tout seul, hein? Ouais, bah, toi,